Bonsoir, bienvenue à Mediapro, l'émission qui parle de médias et de télévision. Bien sûr, avec cette introduction, on peut deviner que ce soir, l'émission sera consacrée au traitement médiatique de la guerre en Ukraine. Pour en parler ce soir, bien sûr, j'ai le plaisir d'accueillir mes deux amis consultants, Reda Harirash. Bonsoir. Et aussi Faisal Matawi. Et ce soir, nous avons invité notre journaliste du service francophone, Marwan Baroudi, qui s'inscrit beaucoup dans le traitement de l'information, mais aussi dans le traitement international de la gestion de cette crise en Ukraine. Mais avant de commencer le débat, je vous laisse regarder ce VTR préparé par Safwan Ben Sabri et qui parle justement du traitement de l'information sur la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine n'est pas seulement militaire, c'est également une guerre médiatique acharnée entre les médias russes et les médias ukrainiens soutenus par les Occidentaux. Depuis le début du conflit, une violente bataille médiatique a pris le relais des armes sur le terrain de la communication entre les puissants médias russes audiovisuels et électroniques et les relais de la communication ukrainienne. Ainsi, sans surprise, presque tous les médias russes relaient la communication du Kremlin pour expliquer que la Russie a le droit de se défendre face à l'agressivité de l'OTAN. Ce discours, on en retrouve la tonalité presque dans toutes les langues des médias russes. Mais l'arme médiatique russe fait face depuis le début de la guerre à un front ouvert par les Occidentaux pour stopper la communication de Poutine. Ainsi, RT, lancé en 2017, fait face à une rude attaque des pays occidentaux, à commencer par la France et la Grande-Bretagne, pour stopper ces sujets qui dérangent et orientent l'opinion internationale. La version française de Russia Today est depuis quelques jours dans le collimateur de l'Arcom, l'autorité de régulation de l'audiovisuel en France. Et des parlementaires français réclament même l'interdiction de la chaîne d'information financée par l'État russe. D'ailleurs, RT France, de son côté, a annoncé qu'elle déposera plainte pour menaces de mort, messages haineux et insultes 3 jours après le début de la guerre en Ukraine. La présidente de la Commission de l'Union européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé ce dimanche l'interdiction des médias pro-russes Russia Today et Sputnik dans tous les membres de l'Union européenne pour lutter contre la désinformation orchestrée par Moscou selon elle. Sur le net, les GAFA américains tentent de stopper la machine médiatique russe en coupant leur monétisation. Le géant du contenu vidéo YouTube avait annoncé qu'il empêcherait certaines chaînes russes de générer de l'argent via les vidéos diffusées sur sa plateforme. Après YouTube et Facebook, c'est au tour de Google de prendre des mesures après le début du conflit en Ukraine. Le géant américain de l'Internet a annoncé ce dimanche avoir suspendu la possibilité pour les médias financés par l'État russe de monétiser leur activité sur ces plateformes. Sur YouTube, les chaînes gagnent de l'argent grâce aux publicités qui apparaissent lorsque les utilisateurs regardent leurs vidéos. La plateforme a par ailleurs dit avoir supprimé des centaines de chaînes et des milliers de vidéos ces derniers jours, dont certaines pour pratiques trompeuses. Pour répondre à ces attaques des GAFA américains, le gendarme russe des communications a annoncé vendredi restreindre l'accès à Facebook sur le territoire, accusant le réseau social américain de censurer des médias russes et de violer les droits humains des citoyens russes. Face aux Russes, les Ukrainiens qui n'ont pas de médias conséquents doivent compter sur les médias nord-américains et européens pour faire la propagande de l'Ukraine et présenter l'attaque russe en Ukraine comme une invasion militaire. Mais pour le moment, c'est la Russie à travers ses relais qui a remporté la première bataille médiatique, d'où les milliers de soutiens sur les réseaux sociaux, notamment après la non-intervention des Occidentaux dans le conflit. Voilà, c'était un reportage de Safwan Ben Sabri sur le traitement justement médiatique de la guerre en Ukraine. Alors messieurs, après la guerre en Irak en 91, la guerre en Syrie, les nombreux conflits un petit peu dans le Proche-Orient. Aujourd'hui, nous avons une guerre militaire de haute envergure qui est médiatiquement très exploitée par certains médias, notamment les médias occidentaux, mais aussi les médias internationaux. Faisal Matawi, comment vous analysez, à première vue, ce traitement médiatique de cette crise en Ukraine ? D'abord, il faut constater que que le continent européen, c'est le grand producteur de guerres à travers l'histoire et l'humanité. Ce n'est pas les. Tu es revenu dans l'histoire. Oui, mais pour comprendre que les guerres sont surtout européennes, ils ont toujours été imposées aussi par les Européens aux autres continents. Ce n'est pas les Africains ou les Asiatiques qui ont fait des guerres comme celle, comme en Europe. Et l'Europe est de nouveau devant une nouvelle guerre
alors que c'était censé produire la paix depuis l'effondrement du mur de Berlin en 1989. Il était question de mettre fin à la guerre froide et d'aller vers la paix. Le pacte de Varsovie a été dissous, le temps a été maintenu. Et donc tout ça fait qu'on est encore devant une guerre qui a sûrement beaucoup de retombées économiques, humaines. Personne ne veut la guerre, personne n'aime la guerre, mais parfois il y a des choix qui sont faits par des leaders politiques qui veulent souvent dépendre des territoires ou dépendre aussi des principes ou des idées. Et on est aussi devant la guerre, vous avez évoqué la guerre du Golfe, la première et la deuxième, la guerre Iran-Irak, il y a aussi la guerre en Syrie, en Afghanistan, au Vietnam et ailleurs. Et les lexiques et les sémantiques n'ont pas vraiment changé. Quand on suit un peu ce qui se passe actuellement dans la guerre en Ukraine entre la Russie et l'Ukraine, qui est un voisin historique de la Russie, certains rappelleront que la Russie est née à Kiev, en Ukraine. Les sémantiques sont les mêmes et les termes sont les mêmes. Certains parlent d'invasion, d'autres parlent d'Irak, de guerre, d'autres parlent de massacre. On a même utilisé le terme génocide, utilisé par le président Poutine par rapport à ce qui s'est passé au Donbass, parce que le Donbass était aussi un conflit, on l'a oublié, il y a 14 000 morts en Donbass. Ça a commencé en 2014 parce qu'il y a eu ce qu'on appelait les révolutions colorées, la révolution soutenue par des hommes d'affaires comme George Soros et d'autres, qui ont voulu un peu changer la cartographie de l'Europe. Beaucoup de pays ça c'est une autre analyse, mais pour expliquer un peu ce qui se passe. Et donc, aujourd'hui, on a convoqué même la période nazie. Les deux camps, hein, c'est les Ukrainiens et les Européens. Le président Poutine évoque les néo-nazis, qui sont au Donbass, selon lui, les nationalistes. Parce qu'on oublie dans l'histoire qu'il y a eu Stéphane Barda, qui était un grand néo-nazi, nationaliste ukrainien, et certains se réclament de lui dans le Donbass en persécutant les pro-russes ou les Russes, si vous voulez, ou les russophones qui sont dans cette région. Et le président Zelensky, le président ukrainien, parle aussi des nazis, en comparant ce qui se passe en Ukraine par le comportement de l'armée nazie à l'époque de Hitler. Donc on convoque l'histoire pour expliquer le présent, et on utilise les mêmes sémantiques. Donc sur le plan médiatique, il n'y a pas eu beaucoup de grands changements. Chacun a choisi son camp. Vous avez dans le VTR, on a vu que les médias occidentaux, vous avez parlé des médias occidentaux qui, évidemment, sont du côté de l'Ukraine, parce que l'Ukraine, à un moment donné, a demandé à adhérer à l'OTAN, ce que Moscou refute. Et l'Ukraine a lancé même un appel aux Occidentaux en disant il faut nous aider. Ils sont en train d'envoyer des armes. Ce qui est étonnant, c'est que de voir un pays comme l'Allemagne envoyer des armes. L'Allemagne a toujours été prudente dans sa politique extérieure, notamment en matière de guerre, en matière de participation à des conflits. L'Allemagne a oublié son passé. Elle a oublié son passé. L'Allemagne a produit des guerres, a produit beaucoup de massacres à l'époque d'Hitler. Et j'ai vu des débats en Allemagne qui ont rappelé ça. Ouais. N'oubliez pas votre passé. Vous avez les mains tachées de sang. Et il y a comme une conscience tourmentée dans ce pays qui pourrait être le grand perdant de la guerre, parce que l'Allemagne achète son gaz à la Russie, 55% de ses besoins. Elle peut avoir des répercussions. Imaginons un seul instant que le président Poutine ferme le gaz pour l'Allemagne ou pour les autres pays. Et donc, cette guerre, ce qui se passe actuellement en Ukraine, nous permet de nous poser beaucoup de questions. Un, sur le comportement des médias. Deux, sur le comportement d'institutions multilatérales comme l'Union européenne, comme l'OTAN, et troisièmement sur les gouvernements. Là, tu as fait un peu le tour de l'histoire et même de l'économie, mais pour rester dans les médias, il y a eu la guerre entre Russia Today et Deutsche Welle, la chaîne allemande. Et justement, les Allemands ont essayé de bloquer la chaîne russe et vice-versa, et la réaction des Russes ne s'est pas fait attendre. Oui, absolument. Et même Russia Today, j'ai lu des articles en France, le journal Le Monde, qui sont en train de suivre un peu Sputnik, le média russe, et également Russia Today. On parle même de la volonté de les empêcher de travailler en France. On se poserait la question, ce qui est la liberté d'expression. Ouais. Russia Today est un média de l'État allemand, et c'est même présenté et souligné souvent dans les réseaux sociaux comme ça. Ce n'est pas le cas de notre chaîne européenne qui appartient à des gouvernements. Et ça pose aussi la question sur les limites de la liberté d'expression lorsqu'il y a des intérêts stratégiques qui sont défendus. Alors, Reda, dans le même sillage, le traitement de l'information, c'est la deuxième fois que la Russie entre dans un conflit international. La première fois, c'était, si on cite après la Seconde Guerre mondiale, c'était en Afghanistan.
la guerre en Afghanistan n'a pas eu le même impact médiatique, enfin du côté international, mais aujourd'hui, la Russie est présentée comme l'a dit Faisal, comme un ennemi de l'Occident, un ennemi du monde, etc. Est-ce que tu penses que la vision médiatique de la Russie a changé depuis 1945, si je veux revenir là-dessus, parce que on peut considérer que la Russie a été la force militaire qui a fait tomber l'Allemagne nazie. Oui, bien, il faut savoir la première des choses, c'est que le conflit actuel fait que la Russie est la deuxième superpuissance militaire du monde. Et donc, c'est un jeu d'équilibre qui est en train de se faire, d'équilibre ou de rééquilibrage qui se fait entre les principales puissances mondiales et plus particulièrement entre les Russes et les Américains. Parce que lorsque la diplomatie ne donne pas de résultats, si effectivement les Européens avaient mis l'accent sur le respect des accords de Minsk qui ont été signés en 2014. Je rappelle que 2015 aussi. 2014 et 2015, il y a Minsk 1 et Minsk 2. On ne serait pas arrivé là. Le recours à la violence est dû au fait que, tout simplement, il y a un accord qui a été paraphé entre les Occidentaux et les Russes. Et normalement, ils auraient dû faire le nécessaire pour ne serait-ce avancer un petit peu. Mais l'autre point qu'il faut voir, c'est que par rapport à l'Afghanistan, là, il s'agit d'un pays qui se trouve au centre de l'Europe, l'Ukraine. C'est un conflit qui touche l'Europe en son centre. Les Russes sont présentés depuis quelques jours comme étant de facto, suite à leur intervention en Ukraine, comme quoi c'est eux qui ont déclenché les hostilités, et ce sont eux les agresseurs. Physiquement, oui, effectivement, ils ont franchi les frontières internationales de l'Ukraine, donc c'est une violation claire et nette. Mais si on revient à la genèse, il faut savoir que, comme je l'avais dit, les accords de Minsk n'ont pas été jusqu'à maintenant appliqués. Deuxièmement, Poutine, personnellement, lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 2000 et notamment en 2001, suite aux attentats du World Trade Center le 11 septembre 2001, il a personnellement proposé à Bill Clinton, à la fin de son mandat, d'intégrer l'OTAN, au même titre que l'Ukraine. D'accord. On ne lui a pas donné de réponse, on s'est tu. Par contre, on a fait des avances qui n'ont pas été respectées jusqu'à maintenant à l'Ukraine. Donc, c'est ce qui a fini par mettre la puce à son oreille et à se dire mais pourquoi l'OTAN continue à s'élargir à mes détriments à moi? C'est ça le problème. C'est l'Allemagne et la France qui s'étaient opposées en 2008 à l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Parce qu'il faudrait pour le rappeler parfois. Oui, tout à fait. Donc, c'est un aspect des choses qu'il faut absolument voir. Maintenant, il y a eu un élément déclencheur qui a accéléré l'intervention russe en Ukraine. C'est que lorsque le président Zelensky s'est déplacé à Munich, il a clairement dit que l'Ukraine allait se doter de nouveau d'armes nucléaires. Oui. Et comme la centrale nucléaire de Tchernobyl se trouve dans leur territoire, c'est ce qui a inquiété les Russes. C'est qu'eux aussi se disent la Russie c'est une puissance nucléaire, nous aussi nous allons récupérer les armes nucléaires. Et c'est cet élément-là qui a accentué, qui a précipité l'intervention des forces russes en Ukraine. Ce sont des éléments qu'il faut rappeler, parce qu'on ne le dit pas suffisamment. Voilà. Sofiane Baroudi, vous êtes journaliste spécialisé dans les relations internationales. Comment vous voyez justement le traitement médiatique de cette guerre sur le plan international? On voit qu'il y a deux camps qui s'affrontent. Bien sûr, le camp ukrainien n'a pas une force médiatique importante par rapport aux Russes. Il a dû être relayé par les médias occidentaux, notamment les médias nord-américains, canadiens, américains, mais également français et britanniques et aussi allemands. J'attire justement l'attention sur un aspect, c'est que justement le président ukrainien lui-même est une figure médiatique importante du mainstream occidental. C'est un acteur qui faisait du talk show, pas vraiment un journaliste.
Pas un journaliste, mais c'est un acteur. Ça veut dire qu'il fait partie de toute la panoplie, on va dire, de soft power occidentale lui-même dans sa carrière professionnelle. C'est aussi le cas, par exemple, de Vitaly Klitschko, qui est le maire de Kiev, qui est un ancien boxeur et aussi une figure des médias importante. Tout à fait. Et là, j'attire l'attention sur le fait que la guerre n'a pas commencé en réalité le 24 février. La guerre, ça fait 8 ans qu'elle a lieu au Donbass, et le traitement des médias occidentaux, notamment sur le Donbass les 8 dernières années, a été un traitement clairement en faveur de ce que les Russes qualifient du régime de Kiev. C'est-à-dire qu'il y a un problème de reconnaissance déjà du régime de Kiev par les habitants du Donbass qui estiment, parce que Kiev est justement soutenu par des groupes néo-nazis de façon notoire, notamment depuis les 5 dernières années, et qu'il y a aussi des violations récurrentes des fameux accords de Minsk qui prévoyaient justement le fait d'accorder un statut autonome aux régions russophones et aux régions russes carrément de l'Ukraine. Sinon, pour revenir au traitement médiatique en soi et à la relation avec les guerres, déjà, le fait que ce soit une guerre européenne, par exemple, on a cité quelques conflits, mais on oublie souvent qu'il y a eu une très grande guerre en Europe à la fin des années 90, qui est la guerre de Yougoslavie. Tout à fait, oui. Justement, Démantèlement de Yougoslavie. pourquoi on oublie le démantèlement de la Yougoslavie? Parce que les médias européens, paradoxalement, estiment que la guerre de Yougoslavie n'a pas eu lieu en Europe. Or, la Yougoslavie, c'est le cœur de l'Europe. C'est le cœur de l'Europe, oui. Et justement, il y a un concept intéressant à explorer qui a été étudié notamment par Michel Colland, qui s'appelle le média mensonge, qui sert parfois les intérêts tactiques, c'est-à-dire des intérêts tactiques militaires pour essayer d'atteindre un objectif particulier, qui a été utilisé en Yougoslavie. Je pense notamment à Srebrenica, concernant la Bosnie, où le camp européen et américain qui a intervenu militairement, y compris l'Allemagne, par exemple, est intervenu militairement en Yougoslavie. Les Européens avaient pris position pour les Croates de Bosnie et, on va dire, échafaudé la fameuse affaire de Srebrenica pour justifier une intervention militaire à grande échelle en Yougoslavie. C'est à peu près le même cas pour la Libye et la fameuse affaire de Benghazi. On prétendait que le colonel Kadhafi avait tué, assassiné, massacré des milliers de manifestants. Or, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucune preuve qui l'étaye et ça a été utilisé pour accélérer une résolution des Nations Unies, la résolution 1973, si je ne me trompe pas, qui prévoyait une zone d'exclusion aérienne, mais qui a été très vite outrepassée vers une intervention et une agression de la Libye. Voilà. Faisal, quand on parle justement des médias, est-ce que vous considérez aujourd'hui que la Russie est médiatiquement assez prête pour affronter les puissants médias européens et occidentaux, quand on sait qu'aujourd'hui, la Russie se dote d'une chaîne internationale qui est Russia Today et qui se dote également d'un média électronique qui est Sputnik, qui ont fait face justement à un petit peu aux attaques des médias européens, des fake news, plein justement d'attaques médiatiques de la part des médias occidentaux. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que la Russie a son média, son Al Jazeera justement? Oui, je pense qu'il y a une guerre médiatique, mais qui est ancienne. Est-ce qu'on peut faire face aux médias occidentaux avec une chaîne internationale et un média électronique? Je pense que si on laisse les médias travailler, parce que là, c'est pas tout le monde qui joue le jeu. Russia Today diffuse en arabe, diffuse en français, diffuse en anglais. Diffuse d'autres langues également. Il y a aussi un média qui est très suivi actuellement et qui subit aussi parfois des blocages. C'est Donbass Insider, qui est un média avec des YouTube, des vidéos filmées sur le terrain. Évidemment, il y a toujours une part de propagande, on ne va pas le cacher, dans les deux camps, Ukraine ou Russie, parce que la guerre, c'est aussi la propagande et l'information est un outil, est une arme. Vous avez remarqué que le porte-parole du ministère de la Défense russe parle tout le temps. Il occupe le terrain autant que le président Zelensky du côté ukrainien et même le président Poutine qui intervient de temps à autre. Ça fait partie de la guerre. La guerre, ça a toujours été comme ça, la guerre de l'information. Les Russes ont développé RT et là, il y a tout un débat en Europe parce que tout de suite, on parle de propagande et ils viennent parler des sémantiques et des lexiques. C'est les mêmes lexiques qui sont utilisés. Par exemple, j'ai constaté que les médias américains et britanniques, par exemple, quand ils parlent ils parlent souvent du monde démocratique et libre. C'est exactement les mêmes termes qui étaient utilisés pour l'Irak. Le monde libre et le monde... on a vu ce qu'a fait le monde libre
en Irak. On ne va pas rappeler aux États-Unis ce qu'elle a fait à Hiroshima et en Nagasaki, lorsqu'elle a bombardé des civils avec des bombes atomiques. Mais passons, ça c'est l'histoire. Mais pour les médias, il y a aussi le site électronique Sputnik, qui est l'agence TASS, parce que l'agence TASS aussi donne beaucoup d'informations en anglais. C'est une agence de l'État russe, mais je pense que les médias russes font face à beaucoup d'autres médias qui sont très puissants également, comme CNN, les chaînes arabes aussi, parce qu'ils ont des correspondants sur place, des chaînes comme BBC, comme France 24, comme Deutsche Welle et d'autres médias. Et sur le plan médiatique, la guerre risque d'être très pénible pour les Russes, à mon savoir, surtout que YouTube s'est mis de la partie. YouTube a décidé de bloquer, je pense, Ils ont bloqué des vidéos, certains contenus. Oui. Quand vous avez un réseau qui demande le monde, et c'est pour ça qu'on revient au débat qu'on a fait déjà dans cette émission sur la manière de formater l'opinion à travers les GAFAM. Parce les Américains ont actionné les GAFAM en bloquant Facebook, en bloquant YouTube et même Twitter, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'ils ont bloqué la monétisation, c'est-à-dire que les vidéos ne sont pas relayées de façon aussi systématique qu'elles le font quand les choses allaient très bien. D'où la grande question sur la liberté d'expression. Oui. Parce que quand on fait des discours, souvent les Américains, à travers certains ONG, font la leçon au monde entier, et même les Européens par rapport à la liberté d'expression. Lorsqu'il s'agit d'un autre discours, on le combat. Parce que Russia Today, il faut noter qu'elle est combattue depuis longtemps, bien avant. Oui, depuis la guerre en Syrie. En Syrie, elle est combattue parce qu'elle a apporté un autre discours. À chaque fois, on veut imposer un discours dominant qui va toujours dans le même sens, qui empêche la réflexion, qui empêche le débat. Et on avait même des chroniqueurs, et Sophie en a parlé, et même à l'aide de la guerre au cœur de l'Europe, des chroniqueurs, notamment aux États-Unis et en France, utilisaient des termes racistes d'une incroyable, j'allais dire très malsain. Lorsqu'un chroniqueur dit les Ukrainiens c'est des Européens, ils nous ressemblent, ils ont les mêmes voitures que nous, ce n'est pas les Syriens, ce n'est pas les Afghans. D'autres disent non, il ne faut pas lâcher des missiles sur les Ukrainiens parce que c'est des Européens. Ici, ce n'est pas la Syrie et l'Afghanistan. Ça veut dire qu'on cautionne et qu'on justifie le lancement de missiles sur les Afghans et les Syriens qui sont comparés à des êtres humains. On revient à la réflexion d'Hitler. Et l'idée de néo-nazi, elle revient en force, parce qu'il n'y a pas que l'extrême droite en France qui monopolise le débat. On voit que même des gens sensés, des journalistes, des chroniqueurs, qui relaient un discours très dangereux sans qu'il soit contredit au plateau. Reda, quand on parle justement de médiatisation par rapport aux médias russes, est-ce que vous pensez que par rapport aux Occidentaux, la Russie ne s'est pas armée de réseaux sociaux comme l'a fait par exemple la Chine? Elle n'a pas bloqué les GAFAM comme l'a fait la Chine, la Russie. Oui, mais le régime russe est quand même moins fermé que le régime chinois. A fait une chinois. restriction, la Russie a fait une restriction concernant Facebook à cause justement des problèmes qu'elle a actionnés concernant la monétisation des réseaux sociaux en Russie. Disons qu'elle n'a pas adopté la même stratégie médiatique que la Chine. Pourquoi? Parce que la Chine est excentrée, elle se trouve du côté pacifique et que depuis longtemps, les Chinois ont toujours opté pour la fermeture de leur espace médiatique. Et ça n'a pas d'impact sur eux, c'est comme ça qu'ils fonctionnent, c'est quasiment, je dirais, culturel. Les Russes, par contre, eux, non, ils sont quand même en Europe et ils n'ont pas complètement fermé leur espace médiatique parce qu'ils espèrent aussi influencer... Utiliser les mêmes médias? Utiliser les médias. Il faut savoir que Russia Today est regardé par beaucoup d'Européens. D'Européens et d'Américains aussi. D'Européens, d'Américains, tout ce courant d'opinion dit altermondialiste. Tout à fait. Et qui remet en cause le mondialisme. J'ai lu quelque part que, par exemple, en ce moment, Russia Today a eu plus d'audience que BFM TV et CNews. Oui, tout à fait, ça l'est déjà depuis... Parce qu'on la regarde pour découvrir ce que, par exemple, les Russes vont dire sur la question ou sur la guerre en Ukraine. Mais surtout, c'est parce que... Parce que les gens, pardon, les dames, veulent écouter un autre discours aussi. Mais parce que c'est la chose suivante. Depuis, par exemple, si on prend la France avec les Gilets jaunes, le commun du Français se dit, bon... moi, je ne vais pas regarder les chaînes mainstream, je vais chercher autre chose. Il y a eu justement une polémique avec BFM TV là-dessus. Exactement, il y a une contestation de ce point de vue-là. Donc les gens une prise de conscience et
une sélection justement du téléspectateur. Bien sûr, une prise de conscience, et cette sélection fait que les citoyens de chaque pays européen ont la possibilité d'accéder à une autre chaîne autre que la leur, c'est-à-dire la chaîne nationale. Et de ce point de vue-là, les Russes ne sont pas désavantagés, parce que c'est eux qui, par leur... ne serait-ce que via Russia Today, beaucoup de citoyens européens la regardent et veulent avoir un autre son de cloche pour se faire leur propre idée. Donc nous ne sommes pas du tout dans la même ambiance qu'au début des années 90, lorsqu'il y a eu cette attaque qui a été déclenchée, la première guerre du Golfe, la seconde guerre du Golfe, qui a été menée contre l'Irak. Il y avait CNN et les chaînes occidentales, et c'était... et il y avait uniquement qu'eux qui servaient l'essentiel du plat, si je puis dire. Non, là quand même le jeu est assez équilibré. C'est assez équilibré. Les Russes, même s'ils ont affaire à une adversité qui est importante, mais eux, ils se battent quand même pour l'instauration d'un nouvel ordre mondial dit multilatéral. Il y a également, Reda et Faisal, une bataille d'invités, parce qu'on a vu par exemple qu'un invité spécial est souvent invité sur les chaînes de télévision françaises. C'est un ancien agent du KGB qui connaissait Poutine et qui est souvent invité sur BFM et CNews pour critiquer la Russie, pour critiquer Poutine. Il est hyper utilisé médiatiquement pour casser la propagande ou mais dans le sens inverse. Oui, le sens inverse. Il n'y a pas d'équilibre. Il n'y a pas d'équilibre dans le débat. Pardon, Reda, parce que personnellement, j'ai vu Arte, j'ai vu aussi les chaînes françaises, britanniques et d'autres. Arte cherche à ramener des gens... Il n'y a pas un débat contradictoire. Il n'y a pas de débat contradictoire. Ouais. Et c'est une guerre des mots, parce qu'on a l'impression qu'on répète la même chose, pratiquement les mêmes phrases qui sont répétées. Il n'y a pas un souci d'écouter. Par exemple, la dernière fois, dans une émission, j'ai vu certains candidats de l'élection française qui sont très critiques vis-à-vis de la politique suivie par le gouvernement français par rapport à la Russie. Y compris d'extrême droite et de la gauche aussi. Ils sont vite coupés, on prend le temps de leur répondre. Bien sûr, on leur a donné la parole. On dira, ils ont eu quand même la parole, mais on sent qu'il n'y a pas une volonté, et c'est valable pour beaucoup de pays, pas uniquement pour la France, une volonté d'équilibrer, de donner l'autre son de cloche, c'est-à-dire essayer de faire intervenir au moins les Russes, parce qu'il y a beaucoup de Russes qui parlent arabe, qui parlent français, qui parlent anglais, qui peuvent intervenir, mais en temps de guerre, on choisit les interlocuteurs, on choisit ceux qui analysent. Voilà le constat qui est fait aujourd'hui. Sofiane Baroudi, vous qui suivez un petit peu le traitement médiatique dans les conflits un peu régionaux, comment vous analysez justement le traitement médiatique occidental de la guerre en Ukraine par rapport à ce qui se faisait sur la guerre en Syrie et même la guerre en Palestine ou à Gaza? Aujourd'hui, on voit qu'il y a un parti pris flagrant des médias occidentaux concernant justement l'Ukraine, mais quand il s'agit de médiatiser un petit peu la guerre en Irak ou de parler de la guerre en Irak ou éventuellement de ce qui se passe au Moyen-Orient et par exemple à Gaza ou en Palestine, personne n'en parle dans les médias occidentaux. Moi, je pense que déjà, le cœur du problème, il est dans la nature même du conflit. C'est-à-dire quand on parle par exemple de l'agression de l'Irak ou des agressions permanentes et perpétuelles contre le peuple palestinien, l'idée, c'est de justifier ces agressions. Et donc les médias se concentrent sur des justificatifs type, par exemple, droit de l'homme ou alors droit de l'entité sioniste à se défendre ou alors velléité pour propager la démocratie. Sur le cas russo-ukrainien, c'est autre chose. C'est-à-dire que l'objectif est d'abord de montrer qu'il y a une disproportion des forces et que l'armée russe est beaucoup plus forte que l'Ukraine pour essayer d'attirer si vous voulez, une action de solidarité vis-à-vis de l'Ukraine qui justifierait le déploiement de plus de troupes, plus d'armes qui seraient envoyées, mais aussi pour essayer de susciter un aspect de solidarité internationale qui isolerait la Russie de son environnement. Donc, j'ai l'impression que les médias servent directement, actuellement, comme arme tactique pour essayer d'arriver à des objectifs opérationnels contre la Russie sur le terrain. Ce qui n'était pas le cas pour, par exemple, l'Irak ou la Libye, où il s'agissait juste, si vous me permettez le terme, de créer une sorte de rideau de fumée pour permettre d'atteindre des objectifs politiques qui n'étaient pas assumés et qui étaient masqués par d'autres velléités. Sinon, j'aimerais bien réagir sur, par exemple, comment la Russie compte résister au monopole médiatique occidental des mainstream. C'est-à-dire
À mon avis, la stratégie russe repose complètement sur les médias alternatifs. Par exemple, même y compris sur les réseaux sociaux, il y a le réseau Telegram qui est très, très utilisé par les Russes pour communiquer, et pas seulement par les Russes. Ça a été déjà beaucoup utilisé lors de la guerre au Karabakh entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, qui était quasiment censurée par les médias occidentaux parce qu'ils ne voulaient pas justement montrer qu'au XXIe siècle, il y avait encore des guerres en Europe, parce que l'Arménie, c'est l'Europe, et c'était un enjeu important pour les principales capitales européennes. Donc, le réseau Telegram a servi, si vous voulez, de réseau de transmission pour justement une contre-propagande, on va dire, alternative. Sinon, pour le monopole mainstream, y compris à l'intérieur, par exemple, des États-Unis, il est contesté. Je rappelle que l'ex-président américain Donald Trump, lui-même, a été coupé par CNN en plein discours et qu'il a été interdit de tweeter. Et qu'il y a un mouvement assez ample à Paris ou à Washington qui reproche notamment aux médias monopolistes, par exemple aux grands groupes comme Sky, de diriger l'opinion publique vers les intérêts d'une élite minoritaire et de masquer, si vous voulez, les vrais enjeux. Donc le problème se pose y compris à l'intérieur même des sociétés occidentales, et la Russie joue aussi sur cette contradiction. Parce que même l'un des objectifs de ce conflit-là, c'est d'essayer, à mon avis, si vous voulez, d'accélérer ou de pousser une réaction, on va dire, insurrectionnelle des peuples européens contre des régimes qui sont malheureusement très impopulaires. Il y a une guerre des mots aussi, une guerre des mots. Et vous avez remarqué qu'il y a beaucoup d'accusations portées par le président Zelensky. Aujourd'hui, il a accusé les Russes de cibler les habitations, de cibler les ambulances, de cibler les écoles. Or, il n'y a pas d'image. Quand on accuse, c'est vrai qu'en temps de guerre, on a tendance à s'accuser mutuellement de crimes, etc. Rappelez-vous comment, la première guerre du Golfe, il me semble, comment une fille d'un ambassadeur est venue nous dire que les Irakiens sont en train d'arracher les prématurés des hôpitaux, les bébés, et les jeter. C'est pour créer le choc. La fameuse théorie qui a été développée à un moment donné par les néoconservateurs américains sur le choc. L'image aussi qui était à Timișoara en Roumanie, qui a été exploitée pour justement faire tomber Ceausescu. Absolument. Et hier, on a vu une image assez curieuse d'un missile en Kiev. On a vu un missile arriver sur un bâtiment. Il y a eu des morts et des blessés. Et tout de suite, dans plusieurs couvertures, tout le monde dit que c'est un missile russe. Ce serait bien de vérifier. Parce que quand on est des journalistes, on vérifie. C'est une image avec laquelle on a ouvert le VTR. Oui, et qui a été prise de plusieurs angles. Donc il faut se poser des questions. Est-ce que qui attendait que ce missile allait arriver sur cette habitation? Justement, donc la manipulation d'image est importante dans cette guerre. On va parler de la désinformation, du fake news en regardant cette vidéo qui a été multi-partagée sur les réseaux sociaux, notamment TikTok et tous les réseaux sociaux un petit peu à travers la planète, et qui était en fait une fake news. On regarde et après on commente. Alors, cette vidéo qui a fait un petit peu le tour du net, qui a été présentée comme de la DCA ukrainienne qui attaquait un Sukhoi ou un MiG russe, et qui était en fait un extrait d'un jeu de tir tactique, d'un jeu vidéo qui s'appelait Arma 3, et qui a été vraiment présenté comme une vidéo qui montre un petit peu la contre-offensive ukrainienne. Comment justement on peut séparer le vrai du faux dans cette guerre? Oui, il y a le check-in news, ça peut être la vérification d'informations. Il y a maintenant même des sites spécialisés. Je pense qu'il y a Bellingcat qui fait l'analyse des images, mais en temps de guerre, tout est possible. Il faut préciser, préciser que cette image n'a pas été utilisée, heureusement, par des médias internationaux,
mais elle a été surtout partagée sur les réseaux sociaux, notamment TikTok, qui fait un buzz avec la mention Breaking News et qui commente. Et puis, il y a eu des commentaires très, très, très nombreux pour justifier un petit peu la contre-attaque ukrainienne. Oui, parce que la contre-attaque ukrainienne est basée sur l'idée que la Russie est en train de cibler les civils. Oui. Parce que dès le départ, lorsque le président Poutine a annoncé l'offensive militaire contre l'Ukraine, il avait dit que l'armée russe a reçu comme instruction de ne pas cibler les lieux de résidence. Or, la rhétorique ukrainienne répète à chaque fois qu'il y a des civils qui ont été attaqués, ciblés par l'artillerie russe, on parle de bombardement. Il me semble qu'à ce jour, il n'y a pas d'aviation, l'aviation n'a pas été utilisée dans cette guerre. Et les journalistes qui travaillent, il faut le dire, dans des conditions difficiles, parce qu'en temps de guerre, c'est très compliqué de travailler et c'est dangereux. On leur rend hommage à tous les journalistes, quel que soit le camp, parce que je sais que c'est compliqué, mais les journalistes qui sont à Kiev, ils rapportent parfois des faits qui sont un peu curieux. Par exemple, ils ont parlé du couvre-feu qui a été imposé à Kiev pour détecter des personnes étrangères et considérer que toute personne qui sort dans le couvre-feu est ennemie. Pourquoi ça? Certains journalistes, parce que les journalistes, je pense qu'ils sont là-bas, ils ont été forcés de changer d'hôtel, je ne sais pas pourquoi. Ils ont été mis dans un autre hôtel à Kiev. Ils ont dit qu'il y a des personnes qui sont habillées en noir, cagoulées, qui circulent dans la nuit. Qui sont ces personnes? D'où ils viennent? Et aujourd'hui, curieusement, le président Zelensky dit qu'on lance appel à des volontaires étrangers pour venir en Ukraine contribuer au combat. Qui sont ces combattants étrangers? Et c'est un peu curieux. C'est un État supposé être souverain et indépendant qui a son armée. Il est vrai que ce n'est pas le même niveau de puissance comparé à l'armée russe, mais il y a beaucoup de jeux. La chose qui est, à mon avis, positive, parce qu'on ne peut jamais applaudir une guerre, quel que soit l'objectif. Il y a deux choses. D'abord, les journalistes occidentaux travaillent à Moscou. Pratiquement tous les médias, ils ont des correspondants à Moscou, ils n'ont pas subi de pression. D'autres journalistes travaillent. Je ne sais pas s'il y a des journalistes russes à Kiev ou en Ukraine, je ne sais pas, je n'ai pas vu des correspondants. Ils sont dans le Donbass, mais pas à Kiev. Ils ont des correspondants, mais qui ne sont pas russes. Hein, qui sont soit occidentaux, soit de nationalité européenne, qui commentent pour Russia Today. Oui, et la deuxième chose, je pense que les médias d'abord jouent un rôle, bien que parfois ils subissent aussi la manipulation, ils subissent la désinformation, ils subissent la théorie de embedded, embarqués, parce que les journalistes qui sont à Kiev, certains sont embarqués. On a même vu des journalistes accompagner le ministre de l'Intérieur ukrainien qui était dans les tranchées avec un casque, et puis après il y a l'armée russe qui a tiré sur les tranchées. Bon. C'est une manière de montrer l'image d'un État qui résiste. Il y a un fait important, c'est-à-dire que c'est une image de guerre qui ne montre pas de corps, qui ne montre pas de sang. Oui. Est-ce qu'on peut considérer que c'est des images contrôlées des deux côtés, russes et ukrainiens? Je pense que c'est contrôlé parce que l'Ukraine a empêché de filmer. À un moment donné, ça a été rapporté par certains journalistes, empêché de prendre des images, notamment dans certains quartiers de Kiev. Beaucoup de journalistes qui prennent de la prudence utilisent le conditionnel. Aurait été bombardé, aurait eu des victimes. En temps de guerre, quand on utilise le conditionnel, ça veut dire qu'on n'est pas sûr de rien. C'est une manière, bien sûr, de se protéger. Mais effectivement, il n'y a pas d'image. Il y a beaucoup de mots, beaucoup de paroles, beaucoup de discours, beaucoup d'accusations qui tombent comme des rafales, mais il n'y a rien que le prouve. Et à ce moment-là, il faut le dire des deux côtés aussi, hein, parce qu'il y a des accusations par ici et par là, mais on ne voit rien qui prouve qu'il y a effectivement des morts parmi les civils, ou que les chars russes, parce que l'Ukraine a parlé de centaines de chars russes ont été détruits. On voit quelques chars, on dit voilà, c'est des chars russes qui brûlent. Là, on est vraiment dans une guerre de mots et d'images qui est classique, tout à fait classique. Reda, il y a justement une guerre des chiffres. Hein, un petit peu les médias ukrainiens avancent des grosses pertes russes, la même chose du côté russe, mais on n'a aucune, disons, objectivité dans les chiffres qui sont avancés des deux côtés. Même les agences internationales comme Reuters, comme l'AFP, etc., ne donnent pas de chiffres réels. Les premiers chiffres, c'était une cinquantaine, une centaine, mais par la suite, on est passé de 100 à 2000, 5000, etc., mais on n'a aucune image, personne ne peut certifier ou authentifier ces statistiques. Kiev a demandé à la Croix-Rouge internationale de venir rapatrier 3000 soldats russes tués en Ukraine. On n'a vu aucune image. 3000 soldats. Tout à fait, c'est énorme. Est-ce qu'on peut cacher 3000 soldats morts?
C'est ça. Oui, c'était prévisible de toutes les façons. Je pense qu'il faudra plusieurs jours encore pour avoir des chiffres fiables. Pourquoi? Parce que les deux parties vont se livrer à de la surenchère. Une bataille médiatique, oui. Une guerre médiatique. De la surenchère par rapport justement à ces chiffres. Et en plus de ça, il n'y a pas de parti neutre qui peut intervenir sur le terrain et faire le décompte. Même la Croix-Rouge ne peut pas le faire. Les seuls chiffres qui sont à peu près admissibles, c'est le chiffre des réfugiés qui affluent vers les pays voisins, à savoir la Pologne, la Hongrie, la Moldavie, parce que ces pays-là sont en mesure de faire un recensement. Ce sont les seuls chiffres qui sont fiables pour le moment. Mais sur le terrain, le conflit, enfin l'intervention russe est encore toute neuve. Et il faudra attendre encore même plusieurs semaines pour avoir les premiers chiffres. Oui. On n'a aucun chiffre sur les pertes militaires. Oui, tout à fait. Sofiane Baroudi, comment est traitée cette guerre en Ukraine par les médias arabes? Moi, j'ai vu un petit peu Al Jazeera qui a envoyé ses journalistes qui étaient à Gaza, en Palestine ou qui étaient en Irak. Elle les a envoyés un petit peu en Ukraine. Mais est-ce que, mis à part Al Jazeera, est-ce que le sujet intéresse les médias arabes, notamment l'Arabia ou Sky Arabic, etc. Oui, je pense que le sujet intéresse au plus haut point absolument tous les organes médiatiques. Après, Al Jazeera a les moyens de sa politique et on va dire que Al Jazeera a aussi un support technique important dans la région, qui est la relation entre Doha et Ankara, notamment parce que la Turquie est un acteur important en mer Noire. Et c'est un acteur important aussi du conflit. Ça peut être le médiateur. Donc le traitement était un petit peu critique envers la Russie. Le traitement est très critique. Après, moi, j'aimerais attirer l'attention. Pas vraiment, mon avis, si vous permettez. Parce que moi, j'ai vu, c'était un peu. C'est assez équilibré quand même. Moi, j'aimerais justement attirer l'attention sur un point. Par exemple, il y a un focus qui est fait sur le siège de Kiev, le prétendu siège de Kiev. Or, les principaux axes de combat actuellement, c'est d'abord le Donbass, d'abord et avant tout le Donbass, c'est-à-dire l'Est ukrainien. Et il y a notamment la ville clé de Kharkiv, qui est la capitale économique. Et à Kharkiv, par exemple, il est impossible d'avoir une couverture médiatique vu l'intensité des combats à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'il y a des combats de haut niveau stratégique, mais aussi ça finit par des corps à corps dans les rues, si vous me le permettez. Il y a des termes qui sont utilisés par les chaînes. L'Arabia, la guerre en Ukraine, le Mayadine qui est une chaîne proche de la Russie. Al-Muwajaha bain Russie et l'Atlasi, carrément, c'est l'affrontement entre la Russie et l'Atlantique. Et Al-Ghad qui est une chaîne aussi égyptienne qui pense que la Russie la Russie donc une invasion. Donc les termes utilisés donnent une idée sur la manière de couverture. Mais en général, l'Arabie et Al Jazeera, c'est une couverture assez équilibrée avec des correspondants partout. Ce n'est pas le cas, par exemple, des autres chaînes, notamment les chaînes arabes qui sont basées à Londres ou ailleurs, comme l'Arabie et d'autres. J'aimerais aussi faire une observation, si vous me permettez. Brièvement, oui, juste sur, par exemple, le nombre de morts. Actuellement, il est impossible de le comptabiliser et je vais aussi attirer l'attention sur l'Arménie. Par exemple, le Premier ministre arménien, Nikol Pachinian, a failli être renversé à la fin de la guerre du Karabakh parce que justement, les familles des soldats victimes voulaient les corps et qu'on n'a pas comptabilisé, ni on n'a pas pu même chercher les corps tellement la guerre était très intense sur les fronts. Voilà. Merci, messieurs, pour vos commentaires, mais aussi vos analyses sur ce dossier assez épineux. Je pense qu'on va revenir là-dessus pendant les jours à venir, mais pour le moment, je vous laisse avec les restes du programme sur Al 24 News et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours sur Mediapro. Bonsoir.